Alors j'étais encore à l'école et avec quelques étudiantes, quelques collègues, la professeure, nous avons fait un voyage Rio-Brasilia en bus. C'était un long voyage. Et j'avais suivi la construction de Brasilia toute mon enfance, ça a mis plusieurs années. Et puis tout d'un coup, on arrive dans cette ville qui venait d'être inaugurée. Il n'y avait pas de verdure, tout était couleur de briques, la terre très rouge. Et il y avait ces bâtiments, le ministère. Et j'étais complètement fascinée par le ministère des Affaires étrangères. C'est un beau bâtiment entouré d'un miroir d'eau. Et au milieu de cette eau, il y avait une sculpture en marbre. Et tout ça envoyé depuis des jardins suspendus de Burle Marx. Pour moi, c'était la révélation majeure. C'était un modernisme que je n'avais pas vu dans mon enfance. Et je pense que de là vient mon intérêt pour l'architecture, l'art, et le modernisme. Je me suis inscrite à l'université, à l'école des beaux-arts de Rio, qui était encore en centre-ville. Et l'avantage de cette école, c'est qu'elle était tout près du musée d'art moderne qui venait d'être construit. Et ça, c'était une deuxième révélation aussi. J'ai eu l'occasion de faire une exposition là-bas plusieurs années après, mais ce bâtiment, la collection, le jardin de nouveau de Burle Marx, le paysage de Rio, pour moi aussi, ça m'enchantait. Bon, il y avait toujours un intérêt pour le dessin, pour les arts visuels, mais l'entrée à l'école des beaux-arts, pour moi, ça a été d'abord un choc, parce que c'était une université fédérale. Je quittais les quartiers que j'avais fréquentés toute ma jeunesse et j'allais, disons, dans une université publique. Après 2 années à l'école des beaux-arts de Rio, qui était tournée plus vers le graphisme, j'ai eu le besoin de partir, d'aller voir. Je voulais venir en Europe, enfin Paris. Je suis venue fréquenter l'école des beaux-arts de Genève, qui m'a beaucoup apporté dans le sens que c'était de l'art pur. Et tout de suite, les années 70, de l'art conceptuel. Donc pour moi, c'était une deuxième révélation, cet apprentissage ici. Je m'intéressais à un art très intellectualisé. Le plus séduisant, c'était quand même les artistes de l'arte povera. Mais je faisais moi-même des œuvres avec des photographies noir-blanc, des textes, poésie visuelle, à l'époque en français. Et quand je suis retournée à Rio, avec la formation de 3 ans passés ici, le Brésil a été de nouveau une découverte. Et l'art populaire m'a beaucoup séduit. Quand je suis allée à Brasilia et j'ai eu cette révélation de l'architecture moderne, juste avant, j'avais fait un voyage au nord-est du Brésil. Et là, j'étais très impressionnée par les ex-voto, l'art populaire. Ça aussi, c'est quelque chose ça m'a révélé un autre Brésil, parce que je suis partie de Rio, de nouveau en bus. On a mis 2 jours pour arriver au nord-est. Et là, non seulement le mode de vie était différent, mais il y avait les ex-voto. Et ça, pour moi, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu, cette ferveur populaire, et qui se révélait aussi un objet. Ce que je trouvais très intéressant, c'était cette exigence intellectuelle vis-à-vis des œuvres qu'on créait à l'époque. Il fallait une origine, il fallait tout un processus, début, milieu et fin. Et même si les œuvres en elles-mêmes n'étaient pas très séduisantes, on pouvait les expliquer. Je n'ai pas tout de suite montré les œuvres au retour de Rio, mais ce que je fais, c'est une nouvelle œuvre inspirée de nouveau de l'art populaire, d'une loterie
populaire et j'ai créé une salle qui était à la Biennale de São Paulo. Ça, c'était magnifique. Avec plusieurs réalisations différentes, des tableaux, des objets, des films, des diapositives, de l'enregistrement. Donc c'était tout ce que j'avais vécu ici en Suisse, mais transposé avec une thématique très très locale, très brésilienne, je dirais même très de Rio. Ce qui m'a enchantée dans cette œuvre qui était à la Biennale de São Paulo, le jeu des bêtes, c'est que c'était une loterie clandestine. Et là, l'art nous permet de parler, je révélais des choses qui se font tous les jours, mais qui ne sont pas présentées, qui ne sont pas visualisées. Ce sont des pratiques quotidiennes. Et là, l'art conceptuel me permettait de faire ce saut et ça me donnait aussi la liberté de créer des objets, de visualiser quelque chose qui était interdit. J'ai interviewé des gens de la loterie, c'était un milieu pour moi très différent, c'était aussi une façon de me retrouver dans la culture brésilienne. Je crois que le début de mes œuvres se situe dans les ardoises. J'avais trouvé ici, en tant qu'étudiante, une pile d'ardoises, des anciennes tuiles de chalet. Et puis c'était déjà la pierre, mais que je donnais un traitement conceptuel. Et j'ai réalisé des œuvres avec ces ardoises. C'est une œuvre que je refais de temps en temps parce qu'elle est devenue une amie. Je commençais l'atelier, un nouveau atelier avec un nouveau professeur et j'ai ramené, disons, quelque chose, un bricolage que j'avais fait pendant les vacances. Et c'était ces 4 ardoises attachées à une plaque de plexiglas et puis l'attachement avec le fil de fer donnait la direction géométrique. C'était déjà un dessin sur les pierres. Et puis je trouve que cette œuvre, tout a commencé là. Parce qu'ensuite, j'ai dessiné ces ardoises sur du papier millimétré, en noir-blanc, très... Je suis entrée dans le conceptuel, mais à travers quand même un objet très physique. J'avais besoin de cette pierre et à l'époque, je ne savais pas que j'allais devenir sculpteur et sculpteur en pierre. Ça, c'était juste un clin d'œil que le parcours m'avait fait. Mon intérêt pour l'art populaire m'a fait développer une œuvre que je vous montrerai tout à l'heure, que j'ai intitulée « La bête aux 7 têtes ». Et donc là, dans cette œuvre, je mettais ensemble les proverbes, le langage banal de tous les jours, mais un proverbe avec un animal dedans. Et puis, j'illustrais ces proverbes avec un objet qui était cousu sur un petit sac en plastique. Et ces objets, ils n'illustraient pas vraiment les proverbes, mais ils tournaient autour, parce qu'un proverbe, c'est quand même quelque chose de très abstrait. Et j'essayais de rendre physique, matériel, des phrases. Et là, j'ai collectionné 80 proverbes. Et j'ai créé 7 stands display comme de supermarché. Et là, vous allez voir avec les petits objets, c'était un format quand même réduit. Et ça tournait, chaque objet il était représenté en plusieurs exemplaires, comme quelque chose qu'on va trouver au supermarché. Et c'était très absurde, en même temps drôle, mais c'était quand même en portugais, en rapport avec la culture brésilienne populaire. Chaque pays a ses phrases. Et j'ai montré cette œuvre au musée d'art moderne à un moment où je suis partie à New York. Et à New York, c'était très difficile. J'ai exposé cette œuvre, mais c'était presque intraduisible. Et alors, à un moment donné, je dis, on arrête. Parce que New York, c'était quand même
la révélation des artistes, des musées, je dis j'arrête tout. Je vais reprendre de zéro. Je suis allée acheter un bloc de marbre, pas très grand, parce que je pouvais le transporter moi-même. J'ai acheté le marteau et j'ai commencé à faire la sculpture. Donc j'ai passé de toute une culture, une abondance d'objets du quotidien, de petites choses drôles, des jouets, des choses ensemble. Il y avait des feuilles de gélatine, il y avait des ciseaux, il y avait plein de... J'ai passé de ça à un petit bloc de marbre que j'ai commencé à sculpter. À New York, j'ai d'abord fait un petit cours de sculpture au Pratt Institute. C'était un cours d'été. Et je suis arrivée avec les dessins pour montrer au professeur, qui était d'ailleurs un monsieur très intéressant, qui avait été copain de Eva Hess, une artiste américaine que j'avais découvert justement dans ces quelques mois déjà à New York. Et lui, quand il a vu mes dessins en pastel, il a dit « Tu ne vas pas faire les cours de sculpture. Je te donne toute la terre que tu veux et tu travailles. » Et je me suis trouvée dans un sous-sol avec de la boue et j'ai commencé à faire la sculpture. J'ai fait un peu les ampoules de Jasper Jones. J'étais en train de découvrir les artistes qui plus tard m'ont beaucoup influencée, mais je venais d'arriver à New York. Mais la terre, c'était bien, mais pour moi, elle était trop molle. Parce qu'elle ne se tenait pas toute seule dans l'espace. Il fallait faire une structure. Et alors je dis, je veux travailler un matériau qui se tient tout seul dans l'espace, que je n'explique rien de tout, je n'ai pas besoin de traduire. Elle est là, elle va faire son chemin toute seule dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai choisi le marbre. Parce que juste de mes derniers mois à Rio, j'avais fait la rencontre d'un artiste brésilien, Sergio Camargo. Et une œuvre, elle m'a complètement fascinée. Donc j'avais quand même son œuvre dans mon inconscient. Et j'ai eu l'occasion de voir à New York l'exposition de Louise Bourgeois au MoMA. C'était sa première grande exposition. Et je me suis dit, Camargo, Louise Bourgeois, elle est femme, donc je crois que je peux. Je pouvais tailler. Et alors c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis inscrite au Art Students League, qui était une école libre où on apprenait la technique. Je trouvais très académique, ça ne m'a pas beaucoup plu. Et donc, quelques mois après, je suis partie et je louais avec d'autres sculpteurs des petits espaces. Et j'ai commencé à développer mes sculptures et à apprendre à tailler, que je ne savais pas. J'ai tout d'abord fait une œuvre avec une pierre qui était un peu beige, limestone. Et j'ai fait un volume avec de chaque côté un bout d'os qui sortait. Et j'étais en train de marteler, et puis ça s'est cassé, le bout d'os. Et la prof m'a dit, bien sûr que ça s'est cassé. Je dis, je ne pouvais pas savoir, personne ne m'a dit. Parce que c'était déjà très d'une masse. Comme ça, j'étais arrivée à l'os. Alors, le marbre blanc qui me plaisait plus, j'ai fait une sculpture, je vous la montrerai, que j'ai intitulée Flesh and Bones. Donc, on est vraiment dans la structure corporelle, les os et la chair. Et donc, les os sont tout de suite entrés comme thème dans les premières sculptures en marbre. La numéro 1, la numéro 2. Et même actuellement, quand je commence une nouvelle série, c'est l'os qui m'oriente. Je fais un os, soit en marbre, soit en albâtre, et puis après, je continue. C'est comme un thème qui n'est pas du tout lié à la mort, au contraire, je trouve que c'est assez physique, c'est à l'intérieur de nous.
Alors celle-ci, c'était la sculpture numéro 1. Quand tu disais que tu avais acheté un bloc de marbre, Oui, que j'ai transporté tu l'as trimballé avec toi, oui, avec les roulettes. et quand tu as raconté de ton prof, etc. Et puis... Et c'est Flesh and Bones. Oui, c'est ça. Je donnais des titres en Bien anglais, sûr. ou Tristan et Iseult. Mais là, on voit les os qui apparaissent. Oui, on voit les os, et puis... Tu vois, là aussi, ça c'était la numéro 2. Oui. Tu vois, 1, 2, 3. Oui. Toujours les os. Toujours. Oui. Là aussi, c'est un os un peu plus cubiste. Toujours en marbre. Hein, Toujours en marbre. Tout ça, c'est New York. Mon séjour à New York a quand même duré 4 ans. Et c'est là, justement, que j'ai commencé les sculptures en marbre. J'ai même exposé à la Madison Avenue. Une première sculpture déjà avec un marbre du Portugal. Et dans cette première découverte, j'ai vu l'albâtre. Et je l'ai beaucoup aimé. Mais je me suis dit qu'il était trop beau. Et que je ne voulais pas faire une œuvre où l'attirance soit la beauté de la pierre. Je voulais faire de la sculpture. Donc, pendant une dizaine d'années, je n'ai travaillé que le marbre. Et le marbre, le pur blanc, le bien copie. Et ensuite, je me suis sentie prête à attaquer l'albâtre. Avec l'albâtre, mes sculptures sont devenues plus figuratives, étonnamment. Bon, je savais déjà manier la pierre. Le marbre était très abstrait, un petit peu organique, mais avec l'arrivée de l'albâtre viennent les chaussures, reviennent un peu les objets de la dernière œuvre conceptuelle que j'avais présentée à Rio. Ils reviennent, les ciseaux, les chaussures, les os, ils reviennent en force. Ils avaient enfin une pierre où apparaître. Le marbre et l'albâtre sont très différents parce que les blocs de marbre que je travaillais, ils étaient déjà débités. Je travaillais avec très peu de matière, donc j'avais commandé pas des lamelles, mais quand même des tranches. Tandis que l'albâtre, quand je vais le chercher, ce sont des œufs. Ils ont un extérieur brut. Et cet extérieur est très important pour la sculpture parce que souvent, je la laisse. L'extérieur de l'albâtre devient un contour, c'est presque un dessin qui va après recevoir la sculpture, mais je le laisse souvent brut. Donc, les blocs en albâtre sont souvent presque des objets trouvés. Et chacun a son profil, sa personnalité, sa couleur. Ça peut être des veines brunes, ça peut être des veines noires, comme l'italien. Et souvent, je me souviens quand j'ai développé le thème du cœur, je suis allée chercher un albâtre espagnol parce que les veines étaient rouges. C'était un petit peu le sang qui circule dans notre cœur. Je pourrais presque dire que j'ai commencé avec le marbre qui est masculin et j'ai opté plus tard pour l'albâtre qui est plus féminin. Et c'est une pierre assez utilisée pour les arts décoratifs. Pour l'albâtre, ça fait quelques années que je travaille, que je le connais. Et à chaque fois, je me dis, je vais changer, mais je reviens. J'essaye d'autres pierres, comme l'albâtre égyptien, qui est autre chose, de la vallée des rois, des pierres brésiliennes. Mais l'albâtre, il a une profondeur qui vraiment m'impressionne. Il est translucide, mais en même temps, il est opaque. Il m'a appris à faire des photos.
parce que c'est moi qui fais les photos de mes sculptures. Avec la lumière naturelle, il répond divinement bien. Alors pour le marbre, j'habitais déjà en Europe, je suis allée le chercher à Massa. Et c'était le marbre pur blanc sans veine. Quelques années après, quand je suis descendue pour l'Albâtre, il m'a amenée à Volterra. Au départ, je suis arrivée ici timidement parce que la beauté de la pierre ou la quantité de la pierre, ça me dépassait un petit peu. Et petit à petit, avec l'expérience et la collaboration, j'ai pris confiance et chaque séjour me permet de développer de nouvelles séries, des œuvres impensables et qui se réalisent effectivement ici grâce à tout l'équipement et à toute la pierre disponible. Ici, dans cet atelier, dans ce laboratoire, j'ai la chance d'avoir de l'aide des artisans qui travaillent l'albâtre depuis plusieurs décennies. Et donc, je sens que tout le travail est possible grâce à l'aide de ces artisans. E allora, sono tantissimi anni che Carmen viene a lavorare qui da noi e per noi è sempre stato un piacere fin dall'inizio collaborare con lei, perché ci ha sempre aperto un mondo diverso da quello con cui noi interpretavamo la pietra, l'alabastro, e con la sua fantasia e il suo modo di vedere le cose ci ha sempre stimolato. E una delle cose forse più curiose, tutte le volte che ci telefonava Carmen, ci diceva vengo a fare, non so, 2 o 3 cose, e poi invece lavoravamo una settimana senza mai smettere tutti, perché è un vulcano di idee, c'ha sempre troppe cose da fare e non si ferma mai, e questo è sempre stato uno stimolo per noi, un piacere lavorare con lei. La cosa interessante è il suo modo di vedere l'arte, di comunicare con noi, la sua sensazione, i suoi ricordi, perché molto spesso abbiamo realizzato dei lavori per lei che erano sue cose veramente personali, veramente dei suoi ricordi di sua madre, o insomma cose veramente profonde. Per noi essere coinvolti in quei progetti sono sempre stati anche toccanti, perché ci mettevamo in una situazione, in un livello che per noi da artigiani o da persone che fanno oggetti normali, e per noi è stato veramente un altro approccio al lavoro, perché lavorare così profondamente in un pensiero o un ricordo di una persona non è una cosa abituale, per questo per noi è stato veramente a volte anche provante, perché è un'altra dimensione del lavoro, è un'altra dimensione per noi.
Ce lieu, qui est un lieu plein de poussière, c'est pas très confortable, c'est un va-et-vient, et comme je travaille des séries différentes, une fois je suis en train de percer, une autre fois en train de couper, ce sont des journées qui ne se terminent jamais, parce que c'est clair, le travail ne se termine jamais non plus. Et puis, il faut tout emballer, ramener à Genève, c'est vraiment un lieu d'action où on ne sent pas la fatigue même quand elle vient, quand elle est là, parce qu'on transporte quand même des pierres qui pèsent. Io sono tanto contento quando viene Carmen su per farmi fare il lavoro, ma cosa vuol dire? Che per me è un piacere, è un piacere perché sono contento e ora mi ci fate anche piangere. No. Mi ci commuovo. Che poi qualsiasi pezzo io faccio la chiamo sempre perché deve garbare a lei, non a me. Questo è sempre stato e sempre sarà. Ce lieu à Volterra m'inspire beaucoup, ces différences de niveau, la petite chapelle de San Felice. Et quand on avait terminé l'installation, il y avait la pluie qui tombait un petit peu, les cloches qui sonnaient, de l'arc on voyait la mer et puis tout au fond on voyait la Corse. C'était vraiment un concours de circonstances, un ensemble qui quand même fonctionne bien pour mes sculptures. L'installation des objets flottants à fleur d'eau, elle est restée plus d'un mois. Et c'est un lieu ouvert au public. Tous les gens qui sont de passage étaient curieux. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis ils voyaient que c'était de la pierre d'ici. Et c'était vraiment une installation pour moi des plus réussies. Ici, de ce point de vue à Volterra, on voit les collines qui sont un peu arides en ce moment. Au mois de mars, elles sont plus vertes. Et c'est un grand contraste par rapport à la construction minérale de la ville de Volterra, d'avoir cette étendue, ce vide, cette respiration. Et on a l'assurance qu'à la fin, il y a la mer qui nous attend. Donc, c'est que des belles perspectives qui m'inspirent. Je dirais que la Volterra, ce nom et cette ville, elle est entrée dans mon travail et dans mon cœur par hasard, parce que je suis venue chercher la pierre. Mais en même temps, ces lieux étrusques, ces antiquités, ces sculptures, ces urnes funéraires, tout ça, c'est de mon travail. C'est dans l'inconscient du travail. Les Étrusques. Et donc, il y a tout un chapitre de dialogue de Mésalbâtre avec l'Antiquité. Tout en étant un travail contemporain, il y a cette attirance pour l'Antiquité que je vois quand j'y suis. Les Étrusques, j'aime... Bon, il y a les urnes funéraires, mais ils ont quand même des objets très étranges. Des jarres avec deux têtes, une ici, une là, qui reprend un petit peu ma série de recto verso, qui sont des sculptures frontales, mais quand même avec deux objets. Et ça me ramène quelque part aux ex-voto brésiliens qui étaient là tout au départ, à l'origine.
de mon travail conceptuel. Je connais le travail de Maria Carmen depuis fort longtemps et en fait j'aimerais ici parler d'une occasion que nous avons eue de collaborer ensemble. À un moment très précis, c'était une exposition que nous avons organisée à Paris dans un espace qui s'appelle Espace Topographie de l'Art, dans lequel je m'occupais de la programmation artistique. Et en fait, l'invitation est partie du fait du lieu, en fait, lui-même, l'endroit où nous avons organisé ça. C'est un endroit très spécifique parce que c'était une ancienne cour d'un hôtel particulier parisien, qui au 19e, c'est devenu un entrepôt de textile, donc très industriel comme espace, et que nous avons pris le parti de laisser dans l'état brut, c'est-à-dire les murs, le sol, tout était dans cet état de pierre. Et bien sûr, j'ai pensé au travail de Maria Carmen, parce que j'ai dit que ça serait intéressant qu'on organise quelque chose dans ce cadre-là, parce que j'ai toujours été très intéressé de voir comment l'œuvre d'art répond à un certain lieu. Et en fait, donc, j'étais très attentif dans la programmation que j'ai organisée là-bas, que l'œuvre parle au lieu, le lieu parle à l'œuvre. Et ça, c'était le cas. Donc on a choisi les pièces de Maria Carmen le plus, côté, on peut dire, rustique ou moins élaboré, et en même temps très élaboré comme les piercings, par exemple, qu'il y a de l'or. Et on a pris des pièces comme les montagnes, qu'elle laisse assez souvent dans un état brut. Et une des installations qui je pense, qui a été en plus pertinente dans cet espace, c'était le monde merveilleux des objets flottants. Parce que quand on l'a suspendu dans l'espace, avec ce mur qui est déjà le mur, comme je vous ai dit, très brut, on dirait que les pièces sortaient du mur. Et ça, c'était assez fascinant parce que j'ai eu l'occasion de voir les photos de cette installation dans la fontaine à Volterra en Italie. Et en fait, dans cet espace précis, ces objets ont pris toute une autre vie, en fait. Et en fait, c'est dans ces objets qui font la partie de cette installation me font penser beaucoup au travail de Maria Carmen en général, c'est-à-dire cette pure forme qu'en fait elle essaye de donner par rapport à ce qu'il y a autour, en fait. Donc et chaque fois la chose elle change, elle bouge. Et en fait c'est aussi quelque chose, ces objets flottants pour moi, ils représentent vraiment cette évolution que je connais depuis son travail, qui va ensemble avec le matériau du marbre, parce que quand j'ai connu son travail, elle a travaillé encore avec le marbre, après ça passait l'albâtre, après la sélénite. Et ces objets correspondent à ces formes, cette simplicité, qui bien entendu, ne faut pas confondre avec la banalité, c'est plutôt dans l'ordre, comme quelqu'un disait, d'une complexité résolue, de parler de cette forme, la forme et cette forme dans l'espace. Donc cette exposition, on a essayé de garder cette notion de cette forme, de la simplicité, et d'ailleurs le titre même, on a dit, bon, comment on va donner un titre, et en fait c'était tout simplement Alabastros. Je te rappelle, c'était oui, on va appeler ça albâtre, et en portugais, parce que je trouvais qu'il avait cette singularité par rapport à son travail et sa personne, et dans le cadre où c'était exposé. Les montagnes, une série d'objets flottants, les gouttes, les premières gouttes qui après sont devenues un projet dans une clinique, la clinique de Souvrasion. Ça c'est le premier albâtre. Ouais. L'ongle. Ah, c'est le tout premier? Le premier, oui. Le petit mensonge. Oui, le petit mensonge tout au départ. Oui, je me souviens. Et encore le téléphone, ça c'était des premiers. Ouais. Et ensuite arrive la série de recto verso. Chaque pierre révèle son intérieur. Une fois qu'elle est finalement polie, on ne peut pas la voir. Et pour moi, quand je suis dans cette réalisation, ce polissage, je suis toujours
curieuse de voir qu'est-ce qu'il va donner à la fin et comment je vais les mettre ensemble. Donc je peux faire une même sculpture 10 fois, 10 exemplaires, et elle ne sera jamais pareille. Parce que si c'est tout fait à la main, ce n'est pas un travail fait avec la machine. Et son dessin intérieur, ça fait partie de sa forme. Toucher la pierre, c'est quand même important. Et aussi la tailler, c'est quelque chose un peu qui revient, qui nous ramène à l'enfance, dans le sens qu'on commence à réaliser soi-même les choses. Et ce corps à corps que j'ai avec les matériaux, c'est important parce que ça me rend d'abord patiente, parce qu'en un jour, je n'ai pas la sculpture, en 2 jours non plus, 3 jours non plus. Je dois attendre les étapes. Je blesse la pierre quand je la coupe. Elle est blessée en profondeur. Donc je dois calculer toutes ces étapes pour arriver à la forme finale sans perte. Parce que si je coupe plus profondément, elle va garder cette blessure à vie. Donc c'est quand même quelque chose de très violent et qui se termine avec la douceur du polissage. Et ça, c'est un petit peu comme l'équilibre de la vie. Les choses vont tout en même temps. Et la sculpture, elle garde cette étape de sa réalisation, mais quelque part, elle donne l'impression qu'elle a toujours été comme ça, qu'on n'a rien fait. Le premier albâtre que j'ai fait, c'était presque abstrait. Et puis vient la série des objets recto-verso. Donc c'était une tranche de pierre et de chaque côté je représentais un objet, mais vraiment avec 2 cm d'épaisseur, mais tout à fait reconnaissable. Mais c'était une série que j'aime beaucoup parce que c'était des objets différents qui se trouvaient dans ce même morceau de pierre avec le contour de la pierre brute. Ils avaient quand même besoin de base. Ils ne pouvaient pas être tout seuls dans le monde. Et ce qui m'a amené à réaliser des sculptures qui ne touchent pas terre. Et c'est la série des objets flottants, qui était très importante, qui l'est encore. Ce sont des pièces tournées qui sont suspendues. C'est un petit peu à la fin comme une nature morte, comme un morandi dans l'espace. Et ce sont des sculptures très adaptables, elles peuvent être exposées n'importe où, il suffit d'avoir quand même un plafond, parce que pour accrocher le câble d'acier, elles vont partout. J'aime beaucoup dessiner directement dans la matière, avec le crayon, la mine de plomb, qui s'use très vite parce que la matière, elle est très rude. Et je sais que le dessin que je fais sur la pierre, quand je la casse, il disparaît parce que tous les traits que j'ai dessinés s'en vont. Mais miraculeusement, il réapparaît une fois que la sculpture est terminée. Après quelques années de taille de pierre directe, j'ai senti le besoin de faire des dessins. Donc j'ai cherché un matériau qui se ressemblait à l'albâtre. J'ai acheté du papier calque, mais en fait, le papier était très mou. J'avais l'habitude de ce choc frontal avec la pierre. Et je me suis dit, je vais dessiner sur des morceaux de pierre. Donc j'ai fait couper des feuilles A4, un petit peu plus grands, parfois plus petits, et j'ai développé toute la série de cahiers en albâtre qui sont gravés à la main, qui représentent la thématique qui va apparaître dans la sculpture et qui sont un petit peu comme des peintures rupestres. Et ce dessin en albâtre, au début, je l'ai
peignait avec l'or, parce que sinon on ne voit pas le dessin une fois que la pierre est creusée. Et c'est cette peinture alors qui m'a amené à utiliser la feuille d'or dans le travail. Je commence par un concept que je vais appliquer à la pierre et qui peut changer en cours de route selon les pierres, selon les possibilités de réalisation, mais c'est toujours un concept. Je travaille sur plusieurs séries simultanément parce que, comme on avait parlé, la réalisation du travail est très longue. Donc, pour que je ne sois pas frustrée, je fais plusieurs œuvres à la fois. L'or est venu dans le travail parce que l'albâtre, il est translucide. Donc, quand il a une lumière naturelle, il brille, il a une présence incroyable. Mais le soir, on ne voit pas. Ce qui fait que j'ai commencé à percer la pierre pour que l'air passe. Et dans cette tranche antérieure, j'ai mis l'or. C'était surtout pour la lumière, parce qu'il vit différemment de jour et de nuit. J'aime beaucoup l'or dans la tranche, c'est-à-dire à l'intérieur de la pierre. Il n'y a que de la pierre, bien sûr, mais je crée cet intérieur plein de lumière avec l'or. En général, l'or jaune. Parfois, j'utilise l'or blanc, mais l'or jaune crée un contraste plus important avec la pierre. Alors, Maria Carmen, je pense qu'on se connaît depuis bien 25 ans, voire plus, probablement. Je ne sais pas exactement la date de la première rencontre. Et la première œuvre vraiment qu'on a faite ensemble, c'était Unis du Four. La partie plus monumentale du travail de Maria Carmen, la partie plus publique, celle qui se présente dans l'espace public, dans la rue, face aux passants, face aux gens qui ne sont pas forcément des amateurs d'art, mais qui sont des gens qui se promènent à Genève. Et c'était le concours Unis du Four avec, à l'époque, le bicentenaire de Dariensch. Et ce qui m'a intéressé ultérieurement, c'est de pouvoir confronter, après avoir vu tout son travail dans son atelier, de voir ses œuvres où il y a un travail très long, très personnel, qui est d'un travail intensif sur la pierre, de le faire sortir. Donc Maria Carmen avait fait des expositions, plutôt des expositions, je pense, monographiques. Et là, moi, mon travail n'étant pas forcément un travail de galerie, mais plus de marchand, j'ai confronté en fait les œuvres de Maria Carmen à des œuvres d'artistes, d'autres artistes, que ce soit des artistes d'art moderne ou des artistes d'art plus contemporains. Et ce qui m'intéresse dans le travail, c'est de mélanger un peu les différentes époques et différents styles, et de faire un lieu de vie qui soit personnel, qui soit lié à un monde plus domestique, où on puisse à la fois négligemment poser une sculpture à côté d'un livre, dans une bibliothèque, sur une étagère, de pouvoir faire dialoguer des œuvres qui a priori n'ont pas la même direction, ni forcément le même propos, mais qui ont des liens qui se créent parce qu'on les rapproche. Comme on a parfois de la chimie qui se fait entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont amis ou en amitié assez rapidement. Alors des fois ça marche moins bien, des fois ça marche pas du tout, mais j'aime bien cette confrontation. C'est un peu ça le lien que j'ai. J'aime beaucoup la sculpture. C'est quelque chose qui... et on a de moins en moins de sculpteurs aujourd'hui. On a plus de gens qui travaillent toutes sortes de médias. Et les nouveaux médias sont très importants, mais la taille de la pierre est quand même quelque chose qui est très traditionnel dans sa manière d'appréhender l'objet qui sort de sa gangue. Et je pense que le travail de sculpture
tel que le conçoit Maria Carmen est quelque chose qui est dans la tradition, mais qui est tout à fait contemporaine par son expression, par ses liens avec le Brésil, avec la Suisse, avec le monde de l'art plus international qui est le sien. Le travail de Maria Carmen est très lié avec l'art moderne de façon générale et les grands maîtres de l'art moderne. Et cette œuvre, par exemple, qui est devant nous, fait très bien la paire avec des œuvres du papier découpé de Matisse, par exemple, et d'autres artistes moins connus, plus jeunes, qui n'ont pas forcément cette même histoire, cette même reconnaissance. L'autre intérêt que je trouve dans le travail de Maria Carmen, ce sont en fait ces allers et retours qu'il y a entre l'Europe et l'Amérique. C'est cet art brésilien qui s'est inspiré énormément de l'art du Bauhaus, extrêmement cartésien, extrêmement géométrique, très lié à l'architecture, au volume, que ce soit des petits volumes ou des plus grands volumes. Et cette modernité des lignes, des formes, a été extrêmement importante au Brésil. Et une grande partie de l'art brésilien, et en particulier celui de Maria Carmen, est liée à cette tradition germanique, en fait, à la base. Mais elle a fait ce détour par l'Amérique, et l'Amérique du Sud. Et il y a une chaleur qui s'est rajoutée au cartésianisme germanique, et aux lignes extrêmement pures et droites, aux formes cubiques, rondes, enfin toutes sortes de formes géométriques mathématiques en fait. Et la pierre, dans le travail de Maria Carmen, reprend en fait la chaleur de la terre et puis la chaleur du Brésil en fait. Et il y a l'albâtre, une pierre qui est très meuble, qui se travaille relativement facilement à la main, même si facilement n'est pas vraiment le terme parce que c'est l'effort que ça représente, mais elle est plus douce, elle est plus meuble que le marbre par exemple. Et cette pierre a différentes tonalités qui vont du blanc au brun, et ce passage par les États-Unis qui revient en Europe, parce que Maria Carmen travaille aussi ici, rapporte de l'Amérique du Sud une vision transformée de ce qu'est l'art abstrait européen à la base. Et ça, c'est quelque chose qui est une transformation en fait d'un langage initial. Et c'est la particularité du Brésil. J'aime beaucoup ça. D'avoir l'atelier à Genève, près de Salève, dans ce contexte de nature, de jardin, et surtout avec la lumière qu'on peut percevoir à chaque saison. Comme je fais quand même les photos moi, je suis très reconnaissante de cette lumière, parce que chaque saison va me montrer une autre facette de chaque pièce. J'ai pu expérimenter de faire des photos le 23 décembre. Le seul rayon de soleil qui arrivait, je devais courir pour préparer tout le contexte. Donc ce changement de saison ici en Europe me permet aussi d'imaginer que c'est comme ça pour toujours, parce que vient l'hiver, l'été, ça change. L'été, je ne fais pas beaucoup de photos, la lumière elle est trop forte.
Et quand même, la lumière termine mes sculptures.